Voilà, me revoilà donc pour le deuxième discours, qui sera peut-être un poil plus long, mais pas forcément beaucoup non plus, que je trouve peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, on monte d'un niveau et qui parle d'un autre sujet, celui de ce que l'on appelle en bon français les bullshit jobs. Je vais essayer de donner des traductions dans mon discours. Euh, voilà, donc je vais y aller si vous êtes prêts. Chers collègues, en 2020, la crise de la COVID-19, on le sait, a bouleversé le monde du travail et elle a mis en évidence certaines réalités, notamment celle des emplois dits essentiels. Parce que oui, beaucoup de travailleurs ont continué, malgré les risques pour leur santé, de remplir leurs tâches pour que la société, dans son ensemble, puisse continuer à fonctionner. Et là, je pense aux caissières des supermarchés, aux transporteurs routiers, aux livreurs, aux techniciens de surface, comme on les appelle, ou aux éboueurs également. En 2020, c'est aussi l'année où est décédé David Graeber, un anthropologue américain. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet éminent intellectuel a été notamment à l'origine d'un article qui avait fait grand bruit il y a quelques années sur le concept des bullshit jobs, emplois absurdes, emplois inutiles. Bon, il existe une traduction un peu plus fleurie, mais je ne vais pas l'utiliser dans ce discours. Et selon la définition donnée par David Graeber lui-même, un bullshit job est une forme d'emploi rémunéré, mais qui est si inutile, si superflu ou si toxique que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, parce qu'il est lié par un contrat, de faire croire que tout va bien. Alors, en publiant son article à l'époque, cet anthropologue américain donc voulait jeter un pavé dans la mare, comme on dit, et provoquer une réflexion en profondeur sur le monde du travail. Selon lui, ces emplois inutiles ont toujours existé, mais ils se sont multipliés de façon exponentielle ces dernières années. Et je vais vous en donner quelques exemples. C'est le cas, par exemple, du consultant dont les rapports ne sont lus par personne et qui finissent d'ailleurs par prendre la poussière dans un placard. C'est aussi le cas de l'assistant qui brasse de l'air ou qui vaque à des tâches totalement inutiles, uniquement parce que son chef doit justifier sa position hiérarchique et avoir des assistants. C'est le cas aussi de nombreux responsables en communication qui passent leur temps de comité en réunion en inventant des concepts qui sonnent bien mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors au cœur de la théorie de David Graeber, on trouve le postulat suivant. La société moderne, selon lui, repose sur l'aliénation de la vaste majorité des travailleurs de bureau qui sont amenés à exécuter des tâches inutiles et sans réel intérêt pour la société, mais qui permettent malgré tout de maintenir de l'emploi. Ce qui peut sembler paradoxal puisque, en théorie, l'économie de marché dans laquelle nous vivons et qui est censée maximiser les profits et l'efficacité par le jeu de la concurrence, normalement, elle ne devrait pas permettre à ces emplois très peu utiles ou inutiles d'exister. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la prolifération de ces bullshit jobs? Alors, d'une part, durant le XXe siècle, nos sociétés ont opéré un passage de l'industrie au service. La part des services traditionnels, la restauration, les commerces de détail, les coiffeurs, etc., elle est restée stable au fil des décennies, 20% environ de la main-d'œuvre. Mais par contre, celles liées aux emplois du secteur de l'information au sens large, l'informatique, la finance, les assurances, la communication, elle a véritablement explosé. Et c'est là qu'on trouve une bonne partie des fameux bullshit jobs. Ça, c'était la première raison.
D'autre part, depuis les années 1930 et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, la politique économique des pays occidentaux surtout, elle est basée sur l'idéal, la recherche de ce que l'on appelle le plein emploi. Et donc, l'inefficacité, voire l'inutilité du travail, elle est vue plutôt comme un moindre mal. Il vaut mieux de mauvais emplois que pas assez d'emplois, pense-t-on. Et auparavant, la valeur créée par les gains de productivité, elle était partagée avec les travailleurs. Depuis quelques décennies, cette valeur, elle ne profite plus qu'aux fonctions managériales, à ceux qui ont des postes à responsabilité. Et donc, plus on a supprimé des emplois d'ouvriers, plus on a créé des couches supplémentaires de personnel hiérarchique, administratif, où l'on trouve à nouveau beaucoup de ces bullshit jobs. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, être payé à ne rien faire ou pour ne pas faire grand-chose, ça peut engendrer une grande souffrance morale. Et j'aimerais parler un petit peu plus de ça dans cette deuxième partie du discours. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, parce que nous, les êtres humains, nous tirons notre bonheur, je pense, du sentiment d'avoir prise sur le monde, de contribuer à la bonne marche du monde, d'une façon ou d'une autre, chacun à son niveau, mais de manière concrète. Et l'absence d'utilité, l'absence de sens de ces bullshit jobs, ça peut détruire les individus, moralement et physiquement. Les travailleurs concernés, d'ailleurs, souffrent assez régulièrement de dépression. Parfois, certains même doivent aller contre leurs valeurs, en mentant, en arnaquant le public, bref, en vendant un peu leur âme au diable, ce qui peut à terme devenir insupportable. Et au vu de cette souffrance morale, on peut légitimement se demander pourquoi les salariés concernés ne se révoltent pas, pourquoi ils ne passent pas à autre chose. Et là, j'entre un peu dans la philosophie. Il faut bien comprendre que le travail est aujourd'hui une part déterminante de notre identité. Vous serez d'accord avec moi, lorsqu'un inconnu vous demande ce que vous faites, vous répondez instinctivement par votre métier, moins par vos hobbies. Et c'est bien là le premier paradoxe de l'emploi contemporain, parce que même lorsque les personnes détestent leur emploi, bien souvent elles y restent quand même très attachées. Beaucoup tirent même leur dignité précisément du fait qu'elles souffrent au travail. Ça tient aussi, je pense, à notre conception théologique du travail, enracinée dans beaucoup de pays en tout cas, dans la chrétienté. Le travail est un devoir, il est le propre de la condition humaine, il forge le caractère. Celui qui ne fait pas sa part est un peu indigne et l'oisiveté est très très mal perçue. Alors, vous l'avez compris, ce concept de bullshit jobs de cet anthropologue américain, c'est finalement une critique très féroce du capitalisme, lequel récompense davantage ceux qui détruisent de la valeur que ceux qui en créent. Et bizarrement, on observe une relation inverse entre la valeur sociale d'un emploi et la rémunération qu'on en tire. En d'autres mots, pour faire plus simple, il semble que plus un travailleur est utile et moins il sera payé. C'est vrai, par exemple, pour les emplois liés aux soins des personnes, à l'exception peut-être des médecins. Ces emplois-là, ils engendrent aussi une sorte de jalousie morale. C'est un petit peu comme si la société entière se disait, les infirmiers, les instituteurs, par exemple, eux, ils ont la chance de compter dans la vie des autres, en sauvant des vies, en transmettant du savoir. Ils ne vont pas en plus réclamer d'être bien payés. Il en va un peu de même avec les artistes. En 1930, l'économiste John Keynes prédisait à l'époque que l'automatisation des tâches permettrait de limiter le temps de travail à 20 heures par semaine. À l'évidence, sa prédiction ne s'est pas matérialisée. Pourquoi? Eh bien, c'est l'autre paradoxe de l'époque, à mon sens, toujours. Alors que nos grands-parents, nos grands-pères et nos grands-mères rêvaient que l'automatisation libère leurs enfants des travaux difficiles, aujourd'hui, on craint plutôt que les robots prennent nos emplois. Et
Si cela se produit et que plus personne ne touche de salaire, eh bien, qui va consommer les biens fabriqués par toutes ces machines? Moi, je pense que nos économies, elles échouent, elles ne parviennent pas à utiliser l'automatisation pour libérer les individus de ces bullshit jobs, parce qu'elles sont incapables de concevoir une autre organisation où le travail aurait une place différente. Cette libération, elle pourrait passer, beaucoup de responsables politiques le proposent, par l'instauration d'un revenu de base. Plusieurs économistes aussi y pensent. Alors, l'obstacle principal à ce revenu de base, c'est un peu cette conception théologique du travail que j'ai déjà évoquée. Beaucoup de sceptiques se disent, si on donne un revenu à tout le monde, certains vont en profiter pour ne rien faire. Mais moi, je me demande en quoi ça serait pire que des emplois absurdes et inutiles qu'on voit aujourd'hui. Au moins, les individus seraient plus heureux. On passe nos journées à rêver de ce qu'on pourrait faire si on avait du temps. Mais politiquement, je pense que nos sociétés ne sont pas encore prêtes. Et j'arrive à ma conclusion, chers collègues, après tant de philosophie. La crise actuelle, je pense, a remis un coup de projecteur, comme je le disais en introduction, sur la notion d'emploi essentiel. Peut-être qu'elle va nous aider à inventer le monde du travail de demain, un monde avec peut-être moins de travailleurs, mais espérons-le, des travailleurs plus utiles à la société et aussi plus de temps libre pour tout le monde. Merci de votre attention.